Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons éclairer votre lanterne sur ce qu'est la méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales. Il sera également question de la méthodologie d'élaboration d'un mémoire de master. Mais avant de commencer, je vous prierai de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche afin de recevoir toute nouvelle notification relative aux nouvelles vidéos postées sur la chaîne. Qu'est-ce que la recherche scientifique? La recherche scientifique est tout d'abord, est avant tout, un processus, une démarche rationnelle qui permet d'examiner des phénomènes, des problèmes à résoudre. C'est une démarche rigoureuse pour trouver des réponses à des questions qui nécessitent des investigations dans le réel. Ce processus se caractérise par le fait qu'il est systématique et rigoureux et conduit à l'acquisition de nouvelles connaissances. La recherche scientifique est aussi une activité de quête objective, donc par opposition à subjective, de connaissances sur des questions factuelles, c'est-à-dire des questions observables. La recherche universitaire ou la recherche scientifique implique d'abord une investigation ayant pour objet un point ou un phénomène particulier. Donc, toute recherche scientifique est censée avoir un sujet précis, une problématique, un plan et une méthode. Donc, tous ces éléments doivent être expliqués par le chercheur ou l'étudiant au début de son travail, car le processus de recherche compte tout autant que les résultats auxquels il peut aboutir. Ce qui importe le plus, c'est l'apprentissage d'une démarche heuristique, rigoureuse et surtout cohérente. Toujours avec la même question sur la recherche scientifique. Il s'agit d'un processus systématique dans le but de l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc le but ultime ou le but principal de la recherche scientifique est l'acquisition de nouvelles connaissances. Nous avons essayé à travers ce schéma, cette schématisation, de recenser les verbes d'action qui font partie de la recherche scientifique ou sur lesquels repose la recherche scientifique. Le premier verbe, c'est le verbe d'écrire. Tout d'abord, nous décrivons le fait ou le phénomène étudié ou de l'étude. Deuxièmement, la description à elle seule ne suffit pas. Il va falloir expliquer ce phénomène ou ce fait. Dans d'autres cas, on a besoin de comprendre ce phénomène ou ce fait nouveau. Quatrièmement, nous avons le verbe contrôler. Parfois, l'étude nous impose de contrôler un fait pour pouvoir le maîtriser. Et cinquièmement, prédire. Donc, la recherche scientifique, parmi les objectifs de la recherche scientifique, c'est la prédiction. Autrement dit, le chercheur prévoit ou émet des prévisions quant au devenir ou l'avenir d'un fait ou d'un phénomène. Une recherche scientifique, c'est une recherche qui respecte les standards de rigueur et de qualité. Par standard, on entend norme. Une recherche est qualifiée d'être scientifique. C'est une recherche qui s'insère et tient compte du débat scientifique sur la question. Donc, une recherche, elle ne part jamais du néant. Une recherche ayant comme unique objectif l'amélioration des connaissances d'une problématique donnée, pas de finalité politique. Donc la première finalité ou l'objectif ou le but ultime d'une recherche, c'est un but purement scientifique ou un but principalement scientifique. En dernier lieu, une recherche scientifique, c'est une recherche réalisée par une instance reconnue comme capable de faire de la science, comme l'université, les centres de recherche, les écoles supérieures, et ainsi de suite. Les objectifs de la recherche scientifique. Parmi les objectifs de la recherche scientifique, nous citons en premier lieu l'objectif de répondre à des enjeux scientifiques, sociaux, économiques, politiques, etc.
Deuxième objectif, c'est de résoudre des problèmes. Troisième objectif, c'est de questionner ou réfuter des résultats antérieurs. Quatrième objectif, c'est d'expérimenter de nouveaux procédés, solutions, voire des théories, etc. Cinquième objectif, c'est d'appliquer une pratique ou une théorie à un phénomène. Sixième objectif, c'est d'expliquer un phénomène comme on l'a déjà vu ou de l'explorer. Dernier objectif, c'est de décrire un phénomène. Les niveaux de la recherche scientifique. Nous recensons 3 niveaux de la recherche scientifique, à savoir la description dans laquelle nous essayons de dévoiler la nature du phénomène ou du fait et d'en donner les caractéristiques. Dans la description, nous procédons par la formulation d'hypothèses qu'on vérifie à travers l'étude empirique, c'est-à-dire à l'issue de cette étude ou cette recherche scientifique, nous allons devoir confirmer ou infirmer les hypothèses émises au préalable ou au début de la recherche. Deuxième niveau, c'est la classification dans laquelle on catégorise, on regroupe, on ordonne et on répartit les éléments de l'étude. Dans cette classification, nous procédons par la formulation de rubriques et de catégories aboutissant à des comparaisons ou des rapprochements, comme le cas de l'analyse du discours, les analyses linguistiques et aussi les analyses sociolinguistiques. Troisième niveau de recherche, c'est l'explication et la compréhension des phénomènes ou des faits. Dans la compréhension et l'explication, nous essayons de dégager les origines, les sources des phénomènes ou des faits de l'étude et aussi donner les causes et la logique. On procède dans ce niveau de recherche par la formulation d'explications répondant à la grande question qui est le pourquoi. Bien sûr, en respectant les standards de la recherche scientifique. Pour élucider ce qui précède, nous abordons ici les formats de recherche. Commençons par l'analyse d'un phénomène notable ou nouveau, comme le cas de l'impact du langage SMS sur la production ou les productions écrites des apprenants. Deuxième format, c'est l'interprétation et la critique d'une œuvre ou d'un texte précis, comme les mémoires élaborés dans les filières de traduction et interprétation et même les filières de littérature. Troisième format, c'est la discussion et l'approfondissement d'une question récurrente du domaine. Quatrième format, c'est l'éclairement d'un débat ancien avec des éléments nouveaux. Il y a aussi la révision et ou la réinterprétation d'un corpus textuel institué, comme le cas des mémoires de traduction et les mémoires de littérature. Il y a aussi la confrontation et la comparaison de textes ou de corpus anciens et modernes. C'est la même chose pour la littérature et la traduction. Et en dernier lieu, on a l'étude d'un point ou d'un thème particulier à partir des données reconstruites ou récentes. Quant au processus de recherche, il se subdivise en 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase de conception, construction de l'objet d'étude. Deuxième phase, c'est la phase de méthodologie ou la phase méthodologique ou de découverte et de collecte de données. Troisième et dernière phase, c'est la phase dans laquelle on traite, on analyse, on présente les données et on les interprète, voire les discuter. Pour ce qui est de la phase de conception et de construction de l'objet d'étude, nous commençons d'abord par choisir le problème de recherche et de le formuler. Deuxième étape, c'est d'énoncer les questions, les objectifs, les hypothèses de recherche et d'en définir les variables. Troisième étape, c'est recenser les écrits pertinents ou les données pertinentes, observer les faits pertinents et
quatrième et dernière étape de cette phase, c'est l'élaboration d'un cadre de référence. Pour ce qui est de la deuxième phase du processus de recherche, qui est la phase méthodologique ou de découverte et de collecte de données, nous commençons d'abord par choisir les méthodes et les instruments de collecte des données. Deuxième étape, c'est de définir la population et l'échantillon d'études. Troisième étape, c'est de décrire le déroulement de la collecte des données. Quatrième étape, c'est présenter le plan d'analyse des données déjà recueillies. Et dernière étape de cette phase, c'est la collecte de données. Troisième et dernière phase de ce processus de recherche, c'est celle du traitement, de l'analyse, la présentation des données, l'interprétation, voire la discussion. Cette étape ou cette phase comporte deux étapes, à savoir la première dans laquelle on analyse, on présente, on ordonne, on classe et on compare les données collectées et on mesure aussi la force du lien entre les variables ou ce qu'on appelle communément la corrélation. Seconde étape dans laquelle on interprète, on discute les résultats, on vérifie l'authenticité des résultats obtenus, des hypothèses, on interroge les théories et on en élabore. Qu'est-ce qu'une variable? Ce mot-clé qui pose beaucoup de problèmes aux étudiants et aux chercheurs. Nous essayons de définir ce mot-clé de la recherche scientifique. Donc, une variable, c'est un élément d'une hypothèse à laquelle on peut attribuer diverses valeurs et qui, comme son nom l'indique, il varie. Nous prenons comme exemple l'hypothèse suivante. L'intérêt envers le cours détermine la place choisie par les étudiants dans une salle de cours. Dans cette hypothèse, nous relevons deux variables, à savoir l'intérêt envers le cours, qui peut être nul, faible ou moyen, voire élevé, et la place choisie par les étudiants dans une salle de cours qui peut, elle aussi, varier. Qu'est-ce que la revue de littérature? La revue de littérature est toute étude précédente ayant traité de la même question. Elle est aussi appelée communément l'état de l'art. Mais comment on construit cet état de l'art ou cette revue de littérature? Elle se construit à partir de la question de recherche. Deuxièmement, elle s'oriente vers des références bibliographiques accessibles, c'est-à-dire on doit s'assurer de l'accessibilité ou la disponibilité des ressources bibliographiques qui pourront faire l'objet de notre revue de littérature. Troisièmement, on a ce qu'on appelle la recherche des documents contenant des analyses et des statistiques. Donc, il est préférable de chercher ou rechercher des documents qui contiennent des analyses, des tableaux et des statistiques. Aussi, il faut recueillir des textes ou des études avec des approches diversifiées, c'est-à-dire des études ayant adopté plusieurs approches différentes. Et dernièrement, la revue de littérature se construit à partir ou à travers la catégorisation des lectures selon les axes abordés. Mode d'investigation ou approche. Nous recensons trois approches dans les sciences humaines et sociales. La première approche, c'est l'approche qualitative, comme son nom l'indique. Elle est descriptive et se concentre sur des interprétations. Les résultats sont exprimés avec des mots. Donc, nous avons dans l'approche qualitative des données du contenu, c'est une orientation descriptive et nous trouvons également des détails. Deuxième approche, c'est l'approche quantitative. Comme son nom l'indique aussi, c'est une approche qui
se base sur des données quantifiables, des faits réels, des événements existants. L'approche quantitative permet de prouver ou de démontrer des faits. Les résultats sont exprimés en chiffres. Donc, ce sont des statistiques. Dernière approche, c'est l'approche mixte. C'est une approche qui regroupe les deux approches précédentes, à savoir la qualitative et la quantitative. L'échantillonnage et la représentativité, il faut tenir deux notions des questions très importantes tout d'abord dans la recherche scientifique en sciences humaines et sociales. Commençons par l'échantillonnage, qui est un procédé qui permet de définir un échantillon dans un travail d'enquête. Il s'agit d'étudier une partie sélectionnée pour établir des conclusions applicables à tout. En d'autres termes, l'échantillonnage est une sélection précise de personnes ciblées pour réaliser un entretien, un focus group ou un sondage ou même un questionnaire. Pour ce qui est de la représentativité, si l'échantillonnage est bien fait, on parle d'un public ou d'un échantillon représentatif. Cela veut dire qu'il peut reprendre les mêmes caractéristiques ou les caractéristiques communes à toute la population ou le public cible de notre étude. Voyons ensemble la relation qui existe entre l'échantillonnage et la représentativité à travers ce schéma. Donc l'échantillonnage se fait à partir de la population cible représentée par N majuscule jusqu'à voir un échantillon représenté par N minuscule. Donc la représentativité augmente d'une façon significative si les éléments de l'échantillon partagent les mêmes caractéristiques ou les mêmes propriétés. On dit donc que les échantillons représentatifs, comme une petite quantité ou une partie ou un sous-ensemble d'un ensemble ou d'une entité plus large. Ils possèdent les mêmes propriétés que celles de la population plus large dont il est représentatif. Nous avons deux types d'échantillonnage, à savoir l'échantillonnage représentatif ou non probabiliste. Un échantillon représentatif, souvent utilisé dans une étude quantitative, donc des questionnaires ou des sondages, et est défini comme représentatif lorsqu'il a les mêmes caractéristiques que la population étudiée, donc c'est la population mère. Le second type, c'est le type de l'échantillonnage aléatoire ou l'échantillonnage dit probabiliste. C'est un échantillonnage qui est déterminé à partir d'une procédure de tirage aléatoire statistique. Malgré le hasard, la représentativité de l'échantillon aléatoire est assurée par les lois statistiques de la probabilité. Traitement et analyse des données. Une fois la cueillette des données ou la collecte de données effectuée, le chercheur procède à ce qu'on appelle le traitement et l'analyse, commençant par le codage, qu'il soit manuel ou automatique, puis l'analyse, qu'elle soit aussi manuelle ou automatique, par le logiciel. On entend analyse par logiciel, c'est l'analyse assistée par ordinateur par le moyen ou au moyen d'un logiciel de statistique et d'analyse comme Microsoft Excel ou ce qu'on appelle SPSS. Quatrième étape, c'est le croisement des données et parfois on doit recourir à ce qu'on appelle la retranscription dans le cas où on opte pour les interviews ou les entretiens. Donc l'analyse des données se fait en fonction du type d'étude et de son but. Il s'agit d'explorer ou de décrire des phénomènes et de comprendre ou de vérifier les relations entre les variables ou ce qu'on appelle la corrélation. Donc l'analyse des données
permet de produire des résultats qui sont interprétés et discutés par le chercheur. Techniques et outils de recherche. Parmi les techniques et outils de recherche, nous avons l'observation qui consiste à regarder se dérouler sur une période de temps donné des comportements ou des événements et à les enregistrer. Nous avons donc l'observation simple qui se pratique de visu, c'est-à-dire on n'a pas besoin de moyens techniques. L'observation armée, quant à elle, elle se pratique à l'aide d'instruments techniques qui permettent l'enregistrement audio et audiovisuel. Nous avons deux types d'observation. La première, c'est l'observation participante. Cette observation consiste pour l'enquêteur à faire partie du contexte dans lequel le comportement d'un individu est étudié. Il est aussi possible d'interagir avec les individus ou les personnes observées pour poser des questions. Deuxième type d'observation, c'est l'observation non participante. Cette observation exclut l'enquêteur du cadre social étudié. Il n'est pas vu par les individus observés et peut avoir recours à des images vidéo. Deuxième technique de recherche, c'est l'enquête. Dans l'enquête, on trouve premièrement le questionnaire qui est connu de tout le monde et nous avons aussi les entretiens. Dans les entretiens, nous avons trois types. Le premier type, c'est l'entretien directif. Ce premier type d'entretien, aussi appelé entrevue normalisée, a une structure bien définie et plutôt stricte par rapport aux autres types. Donc, il respecte l'ordre des questions, il respecte la formulation des questions et la durée de l'entretien. Deuxième type, c'est l'entretien semi-directif. Ce second type d'entretien, aussi appelé entretien qualitatif ou approfondi, se base sur des interrogations assez généralement formulées et ouvertes. Il est possible de poser de nouvelles questions si la personne interviewée soulève un aspect encore inconnu. Troisième type, c'est l'entretien non directif. Ce dernier type d'entretien, aussi appelé entretien libre, ne comporte pas de questions préétablies ou préécrites ou de structure. L'étudiant propose un thème général et n'intervient que pour lancer la conversation et encourager la personne interrogée ou interviewée à aller plus loin dans l'explication de sa pensée. Dans ce type d'entretien, l'enquêteur adopte une attitude d'écoute, de compréhension et de neutralité. Troisième et dernier outil d'investigation ou de recherche, c'est l'analyse du documentaire. L'analyse documentaire consiste à analyser ou à décortiquer des documents choisis au préalable par l'enquêteur ou le chercheur. La méthodologie en sciences humaines et sociales, nous arrivons à la méthodologie d'élaboration d'un mémoire de master. Mais tout d'abord, nous devons définir qu'est-ce qu'un mémoire de master. Quelle que soit la filière ou la spécialité de formation, la fin de cycle ou du cycle est toujours couronnée par la rédaction d'un mémoire. Le mémoire est un travail individuel effectué sous la responsabilité d'un directeur de recherche et qui débouche sur un support écrit évalué lors d'une défense orale publique. La défense a lieu ou la soutenance a lieu en présence du directeur et d'un expert, éventuellement d'un rapporteur. Ce travail doit permettre d'approfondir un domaine pour lequel on a un intérêt particulier. Tout d'abord, le mémoire, c'est un projet de fin d'études du cycle de master, appelé aussi PFE par abréviation.
Deuxièmement, le mémoire est un rapport de fin d'études. Troisièmement, on peut dire aussi que le mémoire est un travail écrit et présenté en vue d'être soutenu devant un jury. Donc, un mémoire doit être soutenu ou défendu devant un jury. Quatrièmement, un mémoire, nous avons le mémoire startup ou mémoire de création d'entreprise. Nous avons plusieurs types de mémoire de master. Commençons par le premier type qui est celui d'un mémoire de stage dans lequel on rend compte d'un stage et de la mission confiée aux stagiaires à l'issue de ce stage. Deuxièmement, nous avons le mémoire de projet d'intégration dans lequel on réalise un projet dans le cadre d'une formation continue. Troisièmement, nous avons le mémoire de création d'entreprise. Ce type de mémoire vient d'être officialisé en Algérie par le ministère de la tutelle, qui est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans ce mémoire, nous devons construire un projet de création d'une entreprise en précisant ses étapes et sa faisabilité. Quatrième et dernier type, c'est le mémoire de recherche, dans lequel on réalise un projet personnel lié à un projet de recherche conceptuelle. Ce dernier type, c'est le type de mémoire le plus répandu en Algérie dans toutes les spécialités, filières et dans tous les domaines confondus. Caractéristiques du mémoire. Il faut savoir que chaque type de mémoire possède des caractéristiques propres qui déterminent la façon dont il sera évalué. Les critères d'appréciation du mémoire ou de son évaluation doivent être clairement définis par le responsable du programme et clairement compris et intégrés par l'étudiant. Atteindre correctement des objectifs qui ne sont pas les bons, c'est assurément échouer. Si l'étudiant à qui l'on demande un mémoire de recherche produit un mémoire professionnel, il se sera échiné en vain. Le trait dominant du mémoire peut être descriptif, explicatif ou normatif. Nous voyons ensemble que dans le mémoire descriptif, l'étudiant rend compte d'une situation, d'un travail qu'il décrit. C'est souvent le cas des rapports de stage. Nous avons aussi la caractéristique explicative où l'étudiant est amené à chercher et à expliquer une situation, à identifier des causalités. C'est fréquemment le cas des mémoires de recherche. Troisième et dernière caractéristique, c'est la caractéristique normative ou le mémoire normatif. C'est un mémoire après avoir effectué un diagnostic de la situation. L'étudiant va au-delà et préconise des solutions, des recommandations et des méthodes. Ce sont les cas des mémoires de master professionnel et les mémoires de management et de business. Les objectifs d'un mémoire. Il faut savoir que chaque mémoire a des objectifs définis ou formulés ou assignés par le chercheur au préalable ou avant même d'entamer son travail. Le premier objectif, c'est d'identifier les caractéristiques de phénomènes non étudiés auparavant. Deuxième objectif, c'est d'identifier l'interrelation de certains phénomènes et étudier le développement des phénomènes. Troisième objectif, c'est de généraliser des modèles généraux et créer des classifications. Quatrième objectif, le chercheur essaye à travers la réalisation et l'élaboration d'un mémoire de master de valider son cursus et surtout enrichir son CV. Les étapes de la réalisation d'un mémoire. Nous avons 5 étapes par lesquelles tout chercheur doit passer. La première étape, c'est l'identification du sujet de recherche. Deuxième étape, c'est l'exploration de la
littérature existante ou ce qu'on appelle l'état de l'art ou la revue de littérature à travers laquelle l'étudiant se renseigne ou s'informe sur les études précédentes ayant traité de la même thématique. Troisième étape de la réalisation d'un mémoire, c'est la problématisation ou la formulation de la problématique ou la question de recherche. Quatrième étape, c'est la définition des hypothèses ou l'émission des hypothèses de recherche. Cinquièmement, nous avons ce qu'on appelle la définition de la méthode empirique et l'analyse, l'interprétation et surtout la discussion des résultats. Donc la cinquième étape, c'est l'étape ultime d'un mémoire. Le choix du sujet de mémoire. Il faut savoir que le choix du sujet obéit aux objectifs de l'enseignant qui dirige ce mémoire, aux objectifs également de l'étudiant et de ses centres d'intérêt et aussi doit être en relation avec les études effectuées. Ce sujet de mémoire doit intéresser aussi les professionnels. Il faut tenir compte aussi de la faisabilité du sujet, c'est-à-dire choisir un sujet réalisable qui pourrait être réalisé durant la période consacrée pour l'élaboration de ce mémoire. Donc c'est ainsi qu'on choisit le sujet de mémoire. L'évaluation du choix de sujet. Il faut savoir que le choix du sujet doit être évalué afin que le sujet choisi puisse être retenu par les instances scientifiques de l'établissement de rattachement. Le premier critère, c'est l'originalité du sujet. À travers ce critère, on ne cherche pas un sujet qui n'a jamais été traité, mais c'est la façon de traiter ce sujet qui doit être original. Deuxième critère, c'est la relation avec les études suivies. Par exemple, un étudiant qui a fait des études en sciences du langage ne peut pas élaborer un mémoire en didactique ou en littérature. Troisième critère, c'est l'intérêt personnel. Donc, ce sujet doit obéir ou doit être en relation ou doit répondre aux attentes personnelles et aux intérêts personnels ou au centre d'intérêt de l'étudiant. Quatrième critère, c'est l'intérêt des professionnels. Donc, un sujet de mémoire doit intéresser les professionnels du domaine de spécialité. Cinquième critère, c'est l'intérêt des enseignants. On ne peut pas choisir un sujet qui n'intéresse pas nos enseignants ou qui n'est pas en relation avec leur spécialité. Il y a aussi l'utilité personnelle du sujet, comme dans le cas des mémoires de création d'entreprise ou les mémoires start-up. Un autre critère qui est celui de la proximité. Donc vous avez intérêt à privilégier un champ d'études proche de vous, tant d'un point de vue relationnel que géographique. Par exemple, un étudiant qui choisit un sujet de didactique au secondaire, il ne faut pas qu'il aille très loin pour mener sa recherche. Il peut la mener dans l'établissement ou dans le lycée qui est tout proche de lui. Comme le dit le proverbe guinéen, il faut surveiller le champ qui est tout près de toi, car il est facile à surveiller. Il y a aussi la faisabilité sur le plan temporel. Donc la faisabilité temporelle de notre sujet. Donc le sujet doit pouvoir être traité dans la durée prévue. Il y a aussi la faisabilité de la collecte de données. Pour ce qui est de la collecte de données, assurez-vous que rien ne s'oppose à ce que vous puissiez collecter les données qui vous seront nécessaires. Donc il faut faire attention à la confidentialité, à la disponibilité des interlocuteurs et aussi aux documents que vous jugez nécessaires pour votre étude.
Il y a aussi la faisabilité de la diffusion des résultats. Donc, assurez-vous que l'entreprise ou l'organisme qui vous procure des données ne s'oppose pas à ce que figurent dans votre mémoire certains renseignements essentiels à votre travail alors qu'ils sont jugés comme confidentiels. La faisabilité sur le plan matériel ou la faisabilité matérielle. Soyez conscient des frais que peuvent entraîner certains projets de mémoire. Il est donc recommandé de prévoir le budget nécessaire. Vous ne devez pas être obligé de faire des dépenses inconsidérées pour traiter le sujet. Ne sous-estimez pas les frais de déplacement notamment. Dernier critère d'évaluation, c'est celui de la faisabilité conceptuelle ou sur le plan conceptuel. La faisabilité conceptuelle doit être vérifiée avec l'enseignant responsable, maîtriser donc les connaissances ainsi que les concepts pour aborder valablement le sujet dans le temps imparti. L'aide d'un enseignant peut être nécessaire pour bien circonscrire et cerner le sujet. Les éléments constitutifs d'un mémoire. Nous avons le premier élément qui est la page de garde ou ce qu'on appelle la première page de couverture plus les pages liminaires. Alors, on entend par page liminaire les dédicaces, les remerciements, les résumés, le sommaire et les épigraphes. Donc, toutes les pages qui précèdent l'introduction, on les appelle pages liminaires. Deuxième élément, c'est l'introduction. L'introduction, elle contient la genèse de la recherche, les motivations qui vous ont poussé à choisir ce sujet, la problématique, les hypothèses de recherche et le plan de la recherche ou du mémoire. Mais il faut savoir une chose, que l'introduction et la conclusion sont les parties qui doivent être rédigées à la fin du mémoire. Troisième élément, c'est le corps du mémoire. Donc, on entend par corps du mémoire les parties du mémoire et les chapitres, à savoir les parties ou la partie théorique ou conceptuelle et la partie pratique ou méthodologique. Quatrième élément qui est la conclusion dans laquelle on rend compte de tout ce qu'on a fait dans notre mémoire et les éventuelles perspectives de recherche. Cinquième élément, c'est la bibliographie, les tables de matière et les annexes de notre mémoire. À la fin, nous avons ce qu'on appelle la quatrième de couverture. Le volume du mémoire ou le nombre de pages qu'on doit réaliser pour soutenir un mémoire de fin d'études ou un mémoire de master. La question fréquemment posée par les étudiants de savoir combien de pages doit comporter le mémoire. À vrai dire, le volume du mémoire varie d'une spécialité à l'autre. Le plus souvent, il est demandé de rédiger un mémoire d'une 50aine de pages hors annexe. On entend par annexe les pages liminaires et les pages qui suivent la conclusion, à savoir la bibliographie, les tables de matière, de figures et de tableaux, et aussi les annexes. Donc le volume excessif, comme vous voyez sur ce graphe, n'est pas en soi un indice de qualité. Il peut signifier que le travail n'est pas totalement peaufiné. Si on remet un mémoire de 130 pages, l'évaluateur ou l'examinateur ou l'un des membres de jury, il va sûrement dire que c'est un mémoire qui n'était pas peaufiné et qui contient des remplissages
ou des passages inutiles. Il est donc conseillé d'éviter de trop encombrer le corps du mémoire avec des tableaux détaillés pour la clarté de votre texte. Donc, un mémoire de master doit comporter au moins une cinquantaine de pages hors annexe. Si ce volume excède ou si le volume du mémoire dépasse les normes, vous ne serez pas bien noté. Et si vous remettez un mémoire qui ne contient pas assez de pages ou qui ne répond pas au volume exigé par l'établissement, sachez que vous serez bel et bien sanctionné. Les grandes démarches scientifiques. Il n'y a pas de recherche scientifique sans démarche scientifique. Cette démarche est caractérisée par des grandes méthodes d'investigation qui sont communes à toutes les sciences. Chaque communauté scientifique les met ainsi en œuvre et en tant que méthode académique appropriée aux objectifs scientifiques visés. Comme vous voyez sur ce schéma, l'approche déductive consiste à partir de la théorie donc d'une revue de littérature vers la problématisation et on émet des hypothèses de recherche. On est dans ce qu'on appelle le raisonnement hypothético-déductif et on arrive à l'observation du terrain. Et pour ce qui est de l'approche inductive, elle part de l'observation du terrain, donc on est dans un raisonnement empirico-inductif et à la fin, on arrive à ce qu'on appelle la généralisation empirique et vers la théorie. Nous essayons de voir clairement la différence entre le raisonnement ou l'approche inductive et l'approche déductive. Comme vous voyez ici, l'approche inductive part de l'observation du terrain et passe par la généralisation et elle débouche sur la théorisation. Quant à l'approche déductive, elle part inversement de la théorie vers la production et à la fin, elle débouche sur des expériences. Autrement dit, la méthode ou l'approche inductive est une démarche scientifique qui est la plus couramment utilisée. Elle consiste à partir de cas singuliers pour établir des énoncés universels. Cette approche favorise la répétition et la remise en cause à travers des observations, des tests et des expérimentations. Quant à l'approche déductive, dans le cas de cette approche, les hypothèses sont formulées à partir d'une loi, d'une théorie déjà existante. Elle accorde davantage d'importance au cadre théorique qu'aux observations. Qu'est-ce qu'un corpus d'études? Un corpus d'études désigne l'ensemble des documents, à savoir des œuvres, des ouvrages, des peintures, des statistiques, des romans, des nouvelles, des essais, des poèmes, etc., sur lesquels portera l'étude. Autrement dit, c'est le matériau de base et le support principal de la recherche. C'est pourquoi il faut prêter une attention particulière à plusieurs aspects du corpus. Donc le choix du corpus est primordial parce qu'il permet de déterminer la nature et le cadre de l'étude. Ce choix est tributaire des objectifs fixés par la recherche, donc à savoir les monographies, on a des études comparées, on a des études historiques, etc. Le choix du corpus doit également respecter les trois critères de base, à savoir la pertinence donc du corpus par rapport au sujet choisi, la cohérence entre les différents textes constitutifs du corpus et la consistance, donc la taille du corpus et la faisabilité de l'étude.
Le corpus doit être constitué par l'étudiant avant même d'entreprendre sa recherche. Qu'est-ce qu'une problématique en général? Une problématique, c'est la façon d'articuler un ensemble de questions ou de problèmes en les référant à des concepts précisément déterminés. C'est une définition ou une acception générale tirée du dictionnaire de la philosophie. Qu'est-ce qu'une problématique de recherche selon la méthodologie de recherche en sciences humaines et sociales? Tout d'abord, toute recherche doit être fondée sur une problématique. La problématique est la formulation d'une question centrale concernant ce qui pose problème avec le sujet traité. Donc la problématique, c'est une question qui est en étroite relation avec le problème posé. La problématique dépend aussi du sujet traité et de l'optique choisie pour le traiter. On explique que chaque domaine d'étude possède un ensemble de problématiques récurrentes et quasiment incontournables dont le chercheur doit tenir compte lorsqu'il aborde un point particulier du domaine. Troisièmement, la problématique doit apparaître clairement dans l'introduction du travail. Elle correspond à une reformulation interrogative de l'intitulé initial du sujet. Cette reformulation est généralement articulée autour de 3 questions essentielles en heuristique académique. Le quoi, donc c'est la définition de l'objet, le comment, c'est l'explication du processus, et le pourquoi, c'est la définition ou l'exposé de la finalité. Quatrième acception, la problématique doit être centrale par rapport au sujet, c'est-à-dire qu'elle doit porter sur un mot, un thème, un concept essentiel du domaine traité. Elle ne doit pas être à côté du sujet ni toucher un point secondaire par rapport au problème de fond qui sous-tend le titre de travail. Formulation d'une problématique. Il faut savoir que la problématique ne tombe pas du ciel, elle est l'aboutissement d'un double travail antérieur, c'est celui du débroussaillage et dégrossissage du problème. En choisissant une problématique, vous délimitez votre sujet et vous l'orientez selon un angle spécifique. Formuler une problématique, c'est utiliser des formules qui vous permettent d'ouvrir le questionnement. Donc une problématique, c'est une question ouverte qui peut être commencée par pourquoi, comment, en quoi, doit-on considérer que et dans quelle mesure. Donc c'est une question ouverte. Vous pouvez utiliser des questions posées via votre carte mentale à une seule condition, que la question de recherche ou la problématique doit être ouverte. Il faut donc éviter les questions dont les réponses sont évidentes ou les questions dichotomiques, les questions à choix multiples. Il faut éviter aussi une question qui appelle une énumération ou un catalogue de réponses et dont les réponses sont éventuellement connues ou précédemment connues. Une question qui appelle un historique, comment a évolué ou comment s'est créé. Il faut aussi et absolument éviter de formuler une question qui appelle une description, quelles sont, quelles étaient, et ainsi de suite. Rédiger une problématique. Une problématique, on la rédige dans l'introduction. Mais il faut introduire notre problématique. Comment on la rédige? Alors l'introduction doit amener logiquement la problématique. Pour faire émerger le problème, on part d'un constat que l'on explique et auquel il faut donner un contexte. On pose la problématique, donc 2 questions maximum, et après on propose d'y répondre en 2 ou 3 parties qui correspondent aux principaux arguments
ou ce qu'on appelle les hypothèses choisies. Et à la fin, on articule logiquement et nettement cette annonce du plan. Donc la problématique est insérée dans le corps de l'introduction du mémoire et on essaye de l'introduire, puis la poser ou poser la question ou les questions de recherche, émettre des hypothèses et annoncer le plan du mémoire ou le plan de l'élaboration de ce mémoire. Une bonne problématique de départ doit, selon Raymond Kivy, posséder 3 qualités ou répond à ces 3 critères, à savoir le critère de clarté. Donc une problématique doit être claire, autrement dit, doit être précise et concise. Une problématique doit obéir aussi aux critères de la faisabilité. Donc, une bonne problématique qui obéit à la faisabilité, c'est une recherche réalisable. Donc, on doit tenir compte de la réalisation ou de la possibilité de réaliser cette recherche ou ce mémoire. Troisième et dernier critère, c'est celui de la pertinence. Donc, une bonne problématique, c'est une problématique qui n'est pas moralisatrice et qui existe ou qui peut exister. Qu'est-ce qu'une hypothèse de recherche? Une hypothèse de recherche est en effet une réponse provisoire à la question préalablement posée qui est la problématique. Et c'est cette dernière qui conduit à la formulation d'hypothèses de recherche. L'hypothèse tend à émettre une relation entre les faits significatifs et permet de les interpréter. D'après François de Pelletot, d'une manière générale, une hypothèse est une réponse provisoire à la question de départ qui est issue de la théorie dans une démarche inductive ou hypothético-déductive. Il y a aussi la définition qui a été donnée par Fabienne Fortin. L'hypothèse est un énoncé formel qui prédit, donc on est dans la prédiction, là où les relations attendues entre 2 ou plusieurs variables, c'est une réponse plausible au problème de la recherche. Et pour que la recherche soit valable, les hypothèses doivent cependant être vérifiables, plausibles et surtout précises. Type d'hypothèse. Nous avons une classification plus complexe des hypothèses, c'est celle qui a été proposée par Marie-Fabienne Fortin, où on distingue 8 types d'hypothèses. Premier type, ce sont les hypothèses simples qui énoncent un lien d'association ou de causalité entre 2 variables, à savoir une variable dépendante et une autre indépendante. Deuxième type, ce sont les hypothèses complexes ou multivariées qui prédisent des liens de causalité ou d'association entre 3 variables, voire plus. On a le troisième type, ce sont les hypothèses directionnelles qui spécifient la direction attendue de la relation entre les variables, soit une direction positive ou négative. Quatrième type, ce sont les hypothèses non directionnelles qui spécifient qu'une relation existe entre des variables sans toutefois prédire la nature positive ou négative de la relation. Cinquième type, on a les hypothèses d'association comportant des variables qui existent ou qui coexistent dans le même temps. Exemple, il existe une corrélation entre la dépression et la perte de l'emploi. Sixième type d'hypothèse, ce sont des hypothèses de causalité impliquant des relations de causalité. Septième type d'hypothèse, ce sont les hypothèses statistiques qu'on utilise lors des tests statistiques. Il s'agit d'hypothèses nulles au sens où elles dénoncent qu'il n'y a pas de relation entre les variables. Huitième et dernier type d'hypothèse, ce sont les hypothèses de recherche qui sont le contraire des précédentes. Elles annoncent une relation entre les variables. La formulation d'une bonne hypothèse obéit à un certain nombre de critères.
Donc une bonne hypothèse, c'est une hypothèse qui dérive d'une théorie choisie, comme le cas d'une recherche hypothético-déductive. Elle est aussi une réponse provisoire à la question de recherche. Elle doit aussi contenir au moins une variable. Une bonne hypothèse contient une variable indépendante et une autre dépendante. Une bonne hypothèse, il est possible de la soumettre à des tests empiriques. Qu'est-ce qu'un cadre théorique ou un cadrage théorique ou un cadre conceptuel? Le cadre théorique permet de faire un bilan des connaissances dans un domaine précis. Il est présenté de manière synthétique, il nécessite d'importantes recherches en amont et une bonne compréhension du sujet. Autrement dit, le cadre conceptuel ou théorique rassemble les idées, les hypothèses et les concepts disponibles grâce à la revue de littérature existante concernant le problème étudié. Il donne ainsi de la crédibilité au thème du mémoire. En effet, étant scientifique, il prouve que les analyses mises en avant ne sont pas sans fondement théorique. Ainsi, le cadrage théorique réussi d'un mémoire recense et synthétise la documentation. Il est par la suite nécessaire d'apporter une justification sur la rétention ou non de chaque idée vue au cours des diverses lectures à propos du problème de l'étude ou le problème étudié. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir le cadre théorique? Le cadre théorique doit être pertinent. Le terme pertinent suppose ici l'actualité, la précision et la faisabilité des données qu'on expose dans ce cadre théorique. Le cadre théorique doit être exhaustif. Le cadre théorique doit être exhaustif. Donc l'exhaustivité exige de reproduire un état des lieux de la recherche disponible en relation avec le problème étudié. Troisièmement, le cadre théorique doit être délimité. Lors des recherches, il peut arriver que la collecte des informations soit très volumineuse. Dans ce cas, il faut absolument faire un tri. Quatrièmement, le cadre théorique doit être utile. Déjà, le thème du mémoire doit avoir un aspect utilitaire, autant pour le soutenant que pour autrui. Et par conséquent, le cadre théorique doit avoir la même vocation. Cinquièmement, le cadre théorique doit être référencé, étant donné que la plupart de ce qui est affirmé dans le cadre théorique parviennent ou proviennent de la littérature existante, il incombe à l'étudiant ou au chercheur d'en fournir des sources, des auteurs et des dates de publication ou de consultation de toutes les références mentionnées. Sixièmement, partir d'un contexte et justification, c'est-à-dire le sujet d'étude doit présenter et définir de manière précise le problème à étudier, lequel se situe dans un domaine de recherche donné. Septièmement, il faut rédiger sur la base d'une bibliographie solide. L'importance d'une revue ou des revues, l'importance des revues et d'ouvrages scientifiques et littéraires dans le cadre des travaux de recherche est indéniable. Huitièmement, savoir trier les informations acquises. Donc le tri des informations et la sélection sont des étapes importantes dans un processus de recherche scientifique. Neuvièmement, il faut suivre un plan logique. Donc, il faut que l'élaboration d'un plan de travail est l'une des premières choses à faire avant de commencer tout travail de recherche. Et finalement, il faut prendre soin de la forme de son travail. À la présentation du mémoire, fruit de longs travaux de recherche, il serait bien dommage que la forme de celui-ci empêche une appréciation qualitative. Pour cela, il faut suivre la feuille de style établie par le responsable de la spécialité ou par l'équipe pédagogique de l'établissement de rattachement. Qu'est-ce qu'un cadre méthodologique? Un cadre
méthodologique désigne l'ensemble des moyens qui ont été mis en place au cours de la préparation du mémoire pour regrouper des informations et participer à leur analyse. Le cadre méthodologique est souvent décomposé en deux sous-parties. La méthode ou les méthodes de recueil de données, puis celle de l'analyse, l'interprétation et la discussion des données collectées. Voilà quelques conseils pour réussir la ponctuation d'un mémoire de fin d'études rédigé en langue française. Donc, on ne met pas d'espace avant le point, la virgule et les 3 points. Par contre, on met des espaces après ces signes de ponctuation. Quant au point-virgule, aux 2 points, au point d'exclamation, au point d'interrogation et au tiret, on met des espaces avant et après. Par contre, le trait d'union, on ne met pas d'espace ni avant ni après. Et c'est la même chose pour l'apostrophe. Pour ce qui est des parenthèses, des crochets et des guillemets, on met toujours des espaces à l'extérieur. À l'intérieur, on met des espaces que pour les guillemets, alors que pour les crochets et les parenthèses, on ne met pas d'espace à l'intérieur de ces deux signes de ponctuation. Comment on expose les références bibliographiques dans le texte? Premièrement, on peut les exposer via les notes de bas de page. Deuxièmement, on peut les exposer, ces références bibliographiques, en fin de chapitre, ou ce qu'on appelle les notes de fin. Et dernièrement, on peut bien les exposer via les méthodes APA ou APA, donc on les insère dans le texte en moyen des parenthèses.